Donc maintenant, tout le monde est à peu près installé. On va passer l'atelier numéro 3. Donc comme je l'ai évoqué ce matin dans ma présentation rapide des différentes formes d'innovation, on est sur une forme d'innovation plutôt transverse qui concerne quasiment toute la fonction de production des organisations publiques locales. On l'a qualifié d'innovation instrumentale et on se focalise sur la thématique particulière des TIC. Pour animer cet atelier, nous avons la chance d'avoir sous la main Jean-Pierre Jambe, donc maître de conférence ici à l'UPPA, qui a invité deux intervenants. Je vais lui laisser le soin de les présenter et d'animer cet atelier. Merci beaucoup, très heureux d'être ici. En guise de sieste, on vous propose un petit repos, un repos post-dînatoire, avec deux intervenants qui sont engagés dans les actions qui pourraient préfigurer d'actions d'innovation sur le court moyen terme. Donc le premier qui va commencer, c'est Christophe Carayon, qui est le très beau jeune homme devant moi, qui est chargé de mission, qui est un cumulard en fait, qui est chargé de mission auprès du président de la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud, qui est une très belle communauté de communes entre Hossegor, Tyrosse, Cabreton, sur la côte landaise, à une centaine de kilomètres d'ici. Il est aussi directeur d'une société publique locale qui s'appelle Digital Max, et il est aussi directeur de la mission numérique de la communauté de communes. Donc bref, c'est un très mauvais exemple. Donc il nous expliquera pourquoi une communauté de communes de 70 000 habitants à peu près, un peu plus, a décidé de faire pas comme les autres. Donc c'est toujours un choix assez traumatisant de pas faire comme les autres. Et donc c'est intéressant de voir quand c'est qu'il va se tromper ou quand est-ce qu'il ne va pas se tromper. Je fais l'hypothèse qu'il ne se trompe pas. La deuxième intervention sera celle de Christelle Baudry, qui est la très belle jeune femme à ma droite. Les premiers qui rient, notamment en haut à gauche, sont priés de se taire immédiatement. Elle est directrice générale d'une société d'économie mixte qui est sévie de longue date à Pau, qui s'appelle Société d'économie mixte Pau-Pyrénées, qui est un promoteur, gestionnaire de zones d'activité économique, somme toute assez classique, mais qui a décidé aussi de ne pas faire comme les autres. Donc, vous savez, dans les théories de l'innovation, il y a toujours cette théorie sur les gens qui sont déviants, et on se rend compte que souvent l'innovation vient des gens déviants. Et on a la chance d'avoir deux déviants importants, Christophe et Christelle. Donc on va leur demander à quel point ils sont déviants, à quel point cette déviance est quand même politiquement correcte, ou à quel point ils sont complètement perdus pour la cause. On a en fait à travers nos deux amis, on a deux exemples d'innovation. Une première innovation qui est sans doute une innovation en termes d'organisation. Vous savez que la mode classique dans l'aménagement numérique en France, c'est un mode, au sens statistique du terme, qui consiste à passer par des délégations de services publics ou des PPP, des partenariats publics-privés. J'ai l'impression, nous avons l'impression, nous sommes au moins deux ici dans cette salle, que cette mode des DSP est peut-être un peu au bout de sa logique. Et que soit il faut réinventer les DSP, soit il faut les compléter, soit même, certains extrémistes pensent qu'il faut les abandonner. Donc on verra, d'un point de vue organisation, comment finalement une politique d'aménagement numérique d'une communauté de communes fait le choix de passer ni par une concession, ni par un affermage. Ce qui ne va pas de soi. Donc on va demander à Christophe de nous expliquer ça. Avant ça, je voudrais juste faire un propos introductif très rapide qui consiste à dire qu'il est rare dans l'histoire, avec un grand H, d'avoir la chance de travailler ou de vivre des transitions aussi fortes que celles qu'on vit maintenant. Il y en a au moins deux qui nous concernent au quotidien. Une transition numérique, qui est celle qui va complètement changer le monde, qui a déjà complètement changé le monde, on n'est qu'au début, une transition numérique, une transition écologique. La transition écologique n'est pas l'objet de ce débat aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a des liens assez forts entre numérique et écologique. Donc on a la chance de devoir être la première génération qui va devoir réinventer beaucoup de choses, et notamment les proximités, les relations de proximité, le service public, les politiques publiques, sous le prisme, quelquefois positif, souvent négatif, des politiques numériques. Donc c'est un gros changement. Pour moi, c'est une immense chance. Et ce que je voudrais demander à Christophe pour commencer, c'est finalement pourquoi une collectivité. D'abord, nous dire en deux mots qui est cette collectivité, et ensuite nous expliquer qu'est-ce qui a fondé le choix du président, qui s'appelle Éric Kerrouche, et de la communauté, donc, qui a fait un vote unanime sur une création d'une SPEL en juillet 2013, je crois, de mémoire. Pourquoi elle a fait le choix de changer les façons de faire traditionnelles en France?
Bonjour à tous. Pour répondre à ta question, Jean-Pierre, on va refaire un petit peu d'histoire. Rapidement, Marinado-Côte-Sud, c'est une communauté de communes qui se trouve sur le sud des Landes, à peu près 60 000 habitants aujourd'hui, 90 000 90 000 en population DGF, et avec la particularité d'avoir un territoire touristique et avec des saisonnalités et des variations dans ces saisonnalités qui sont extrêmement fortes et qui viennent bouleverser un petit peu les stratégies qu'on va mettre en place. L'histoire chez nous, elle est partie aux alentours de 2005, à la grande époque des délégations de services publics, où après 2 ans d'études d'un schéma directeur, donc nous avons mis en service une délégation de services publics sur le territoire qui mettait en œuvre le dégroupage intégral sur l'ensemble des centraux téléphoniques et de la population, l'accès à la fibre optique pour les entreprises sur l'ensemble des zones d'activité. On avait aussi tenté une petite expérience à l'époque, notamment à destination du tourisme, avec un réseau de 120 hotspots sur la côte, qui clairement aujourd'hui dysfonctionne depuis 3 ans qu'il est en service, et la couverture des zones blanches que finalement nous avons traitée par les couvertures satellitaires, puisque ça ne correspondait à peu près qu'à 3% des lignes du territoire, et que le modèle économique était beaucoup plus avantageux de ce côté-là. Une fois que cette DSP donc a été mise en œuvre, aujourd'hui elle fonctionne plutôt pas trop mal, elle a pris 50% des lignes DSL sur le marché. La fibre à l'entreprise se développe petit à petit, bon an mal an, avec un certain succès aussi, puisqu'aujourd'hui le tourisme s'empare de cet outil. Et mais il fallait voir un petit peu l'étape suivante, quoi. C'est-à-dire qu'une délégation de service public, ça porte bien son nom. Quand on est maître d'ouvrage du côté d'une collectivité territoriale, c'est qu'on le délègue. Et une fois qu'on a délégué, eh bien, quelle est l'emprise que nous pouvons avoir dans le temps sur notre propre délégataire pour faire évoluer les prestations de services et son catalogue de services. Et là, à l'usage, on se rend très vite compte que ce catalogue de services, il est très figé, qu'il est modélisé sur le monde économique des opérateurs et que ça ne correspond pas forcément à l'ensemble des politiques d'une collectivité et des services qu'elles peuvent mettre en œuvre. Donc nous avons réfléchi à la diverses façons pour faire évoluer ce premier outil de travail que nous avions sur le territoire. Et la deuxième version a été donc de créer un service informatique mutualisé sous compétence de la collectivité, qui permettait à la fois de reprendre un petit peu les agents qu'il y avait dans les communes qui disposaient effectivement de ressources en la matière, mais également de réfléchir à comment moderniser l'outil administratif en lui-même dans une version EPCI, c'est-à-dire interco donc mutualisée, et avec un troisième levier, mais qui est un petit peu spécifique à notre territoire dû à son activité touristique, c'est donc les variations dans les saisonnalités et donc d'obtenir un certain lissage des charges au niveau de l'année. Clairement donc notre modèle économique, pour en trouver un, quel qu'il soit, il faut mutualiser, il faut consolider et il faut lisser. Et pour que ces 3 critères soient réunis, au bout de 5 ans, 6 ans, on n'y est toujours pas. Il y a encore beaucoup de chemin qui reste à faire. Donc, pour l'outil de travail, service informatique, effectivement, on arrive à mutualiser, on arrive à consolider, on augmente la prestation, puisque aujourd'hui, le service informatique chez nous fait à la fois du réseau, à la fois du télécom et à la fois de l'informatique. On agit aussi bien auprès des communes membres que, par exemple, des écoles, puisque là, c'est un autre levier dont on pourra parler un petit peu plus tard. Et le troisième outil que nous venons juste de mettre en place, et qui n'a pas encore vraiment démarré, c'est une société publique locale qui va avoir pour mission de délivrer et de produire et d'exploiter des services de proximité en tant qu'opérateur. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois, une collectivité territoriale a le statut d'opérateur en propre pour pouvoir diffuser ces services. Donc on va revenir justement, on va faire un jeu de questions-réponses avec Christophe. Sur le premier point, pour bien expliquer, pour bien qu'on comprenne, nous pauvres béotiens de ces domaines, ce qui a justifié votre politique. Ce que j'ai cru comprendre, Christophe, c'est qu'un des premiers leviers qui a justifié le vote unanime de la collectivité sur la création de la SPL, c'était que SPL rend des services à des actionnaires, qui sont des communes, et que ces services génèrent, c'est le thème de ce séminaire,
de l'économie de fonctionnement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce modèle? Combien il y avait de factures avant dans les collectivités et comment vous allez réduire et simplifier cette organisation? D'accord. Nous sommes partis d'abord par faire un inventaire de tout ce qui existait dans la collectivité, inventaire de tous les contrats télécoms, inventaire de toutes les briques de services, etc., etc. Et pour vous faire un panel très rapide sur le volet télécom, au niveau de Marais-Nadaure-Côte-Sud, nous avons 450 sites sur lesquels on retrouve une facture télécom associée qui est payée par une collectivité territoriale. Ces 450 sites sont gérés par 1300 contrats opérateurs qui génèrent à peu près 8000 factures par an. Voilà. Dans le premier modèle économique que nous allons trouver, puisque ces factures correspondent à des prestations de services soit d'accès, soit de téléphonie fixe, eh bien, on va se retrouver à générer avec les SPL pour nos propres clients, donc qui sont les collectivités, une 50aine de factures par an. Voilà, vous voyez en termes de consolidation ce que ça peut donner. Juste sur l'aspect facturier des choses, on passe de 8000 factures à 50. En termes de valeur aussi, je crois que vous avez pris un engagement auprès de vos actionnaires, donc les 23 ou les 27 communes, pardon, je me trompe sur le nom. 23, de stabiliser au maximum le coût de leur facture télécom en offrant plus de services pour le même prix. Est-ce que je me trompe? Alors c'est l'idée. Effectivement, c'est l'idée. Sur le marché, on se rend compte, et ça, une collectivité territoriale ne le voit pas très facilement, effectivement, dans ses comptes, mais quand on consolide un petit peu les activités, on se rend compte que les télécoms, la facture télécom augmente en moyenne de 20 à 30% par an. Et on ne sait vraiment pas trop pourquoi. Voilà. Là, ce que nous avons proposé aux communes sur le modèle, c'est de leur figer leur facturation sur 3 ans, c'est-à-dire c'est un forfait fixe à l'année, avec un audit à N-1, pour dire bon, on s'arrête là. Excuse-moi. Mais par contre, dans ce même temps, nous allons travailler à la fois l'aspect consolidation, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de contrats qui traînent partout, qui ne servent plus à rien, et des contrats aussi dont la qualité de service n'est pas à l'arrivée. Et dans le même temps, eh bien, nous allons, par exemple, fibrer toutes les mairies, fibrer toutes les écoles. Pour vous donner un rapport entre la délégation de services publics et la société publique locale qui va être mise en exploitation, malgré la délégation de services publics qui avait prévu jusqu'à mettre des boîtiers optiques dans toutes les mairies, mais ça fait 5 ans qu'elle est en service, on ne les a toujours pas allumés. Alors les élus, j'en vois un dans la salle, qui me nargue depuis 5 ans en me disant bah, ça sert à quoi ton truc, etc., etc. Ouais, sauf que effectivement, nous sommes une collectivité dite de rurbain, on est un peu urbain, mais nous sommes surtout ruraux. Et comment allez-vous expliquer à un maire, grâce à une délégation de service public où la fibre arrive enfin, oui c'est sûr, la fibre arrive, mais la facture moyenne, même pour un petit 4 mégas, ça restera aux alentours de 400 € par mois. D'accord ? Alors que grâce au dégroupage, on a un super DSL à 29,90 € et pour une petite mairie qui est ouverte 2 jours et demi par semaine avec 2 PC, le service rendu est parfaitement suffisant. Voilà. Donc on a une inadéquation totale entre les besoins et le modèle économique des opérateurs. Donc on revient dans le cadre de l'interco et de sa première fonction, qui est de mutualiser, consolider et lisser à l'arrivée. Merci beaucoup. Premier résultat donc de cette politique territoriale, c'est que vous internalisez des ressources pour maîtriser de la connectivité, pour maîtriser vos budgets. Donc ça, c'est une approche financière et technique qui est intéressante. Vous n'êtes pas resté là, vous êtes allé un petit peu plus loin, et notamment vous avez essayé d'utiliser ce réseau optique pour augmenter vos relations entre la collectivité, les élus, les services d'une part, et la société civile, on va dire, d'autre part. Et je voudrais qu'on prenne 2 exemples, qui me semblent des exemples qui sont aussi pionniers chez vous, celui des écoles et celui du tourisme. Peut-être qu'on peut commencer par le plus simple, qui est le plus simple, à expliquer techniquement, qui est le tourisme. Ce qui vous caractérise, vous êtes un territoire qui reçoit 260 300 000 touristes à peu près dans l'année. Donc on a des pics comme sur tous les réseaux. Économie de réseau, vous savez, ce qu'il faut, c'est écrêter les crêtes, gérer les crêtes. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour tous les réseaux. Les télécoms n'échappent pas à cette règle. Comment on passe d'un réseau qui sait supporter 62 000 personnes à un réseau qui tient, en mobile et en fixe, à environ 300 000 personnes. Donc là, c'est les besoins saisonniers auxquels tu faisais allusion. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous travaillez maintenant, même si c'est compliqué, quelle est ta vision de comment une collectivité peut écrêter son réseau télécom en maîtrisant ses ressources connectivité?
Joker. Des dates directes? Non, peut-être pas. L'équation est forcément très difficile à trouver, et la réponse, je pense on pourra vous la donner dans 2 ans. Une fois qu'on aura eu, il nous faut nous laisser 1 an maintenant pour nous mettre en exploitation et avoir 1 an de retour d'expérience pour vous dire exactement dans les comptes comment ça se traduit. Maintenant, il y a une volonté, évidemment. La volonté, elle part d'une stratégie politique qui consiste à faire converger à la fois les politiques socio-économiques et numériques sur le territoire. Le numérique n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un outil, mais qui va nous servir, nous le pensons, à mettre en relation le territoire, à mettre en relation, à créer des liens là où auparavant il n'y en avait pas. On va prendre le cas précis. Je préfère commencer par les écoles, finalement. Merci, maître. On va commencer peut-être par les écoles. Le projet éducatif que nous avons lancé sur Marina du Côte-Sud a consisté en plusieurs phases. La première phase, c'est une dotation d'équipement qui nous paraissait nécessaire. Donc on a doté, grosso modo, 156 classes d'écrans numériques interactifs avec une solution, une dotation personnelle de portables pour les enseignants. Et là, nous venons de terminer il y a 3 mois le déploiement de 2200 tablettes pour l'ensemble des élèves du cycle 3 du primaire, une dotation personnelle qui peuvent également ramener à la maison. Donc, vous l'avez compris, aussi grâce à la SPL, d'ici quelques mois, toutes ces écoles vont être fibrées, et nous allons donc nous retrouver maintenant à court terme avec un réseau entièrement administré et supervisé par la collectivité territoriale et qui va gérer, grosso modo, 5000 élèves, 300 enseignants. Et dans cette stratégie, si on fait ça, c'est pourquoi? C'est que c'est aussi en corrélation avec la politique du ministère de l'Éducation nationale qui consiste à faire en sorte que l'école s'ouvre, et enfin, non pas que l'école aille à l'extérieur de ses murs, mais plutôt que le numérique et d'autres choses rentrent directement dans l'école. Pourquoi les collectivités territoriales ne pourraient pas faire de la formation, du pédagogique, du culturel ou je ne sais trop quoi à l'intérieur des écoles? Pourquoi les associations du territoire ne pourraient pas rentrer également dans les écoles, etc., etc. Donc voilà comment nous comptons créer du lien sur le territoire et de ces liens créer de la valeur ajoutée pédagogique, de la valeur ajoutée culturelle, pourquoi pas de la valeur ajoutée économique, puisque les entreprises aussi sont appelées à rentrer et à collaborer avec nous, etc., etc. Est-ce que je dis une bêtise, pour revenir sur ma première question, parce que je suis dessus, tu le sais, est-ce que je dis une bêtise en disant que les crêtes sur les réseaux optiques pour les écoles, ils sont inverses aux crêtes sur les réseaux optiques pour le tourisme? Donc ma question pour écréter les crêtes, c'est de dire finalement, quand les touristes sont là, il n'y a pas les écoliers, et on arrive à lisser les deux fonctions. Voilà effectivement les 2 leviers avec lesquels on espère trouver un modèle de lissage où effectivement, quand les touristes sont là, les écoliers, ils y sont pas. Alors idéalement, il faudrait qu'on se marie avec la montagne. Si la mer et la montagne se marient, voilà notre enjeu sur lequel on peut consolider et lisser. Sur le territoire, en attendant, on va faire avec les élèves et les touristes. Sur les écoles, qui est un sujet extrêmement intéressant chez vous, vous avez, je ne sais pas si ça a été noté par l'auditoire ici, la décision d'équiper les gamins à l'école primaire, c'est quelle classe? Là, pour l'instant, en globalité, sur les écrans, on a fait cycle 3 et cycle 2, c'est-à-dire ça s'arrête à la maternelle grande section, et sur les tablettes, là, on s'est arrêté au cycle 3, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2. Ça veut dire que les gamins de CE2, CM1, CM2, ils rentrent chez eux le soir avec la tablette qui reste à la propriété de la collectivité, mais qui quand même rentre dans le domaine privé. Oui. Ça signifie que, toujours sur le thème de ce séminaire, on a un levier d'innovation et d'économie qui s'appelle une tablette, qui permet d'avoir une interface entre l'école d'une part, les parents d'élèves d'autre part, et surtout, ou aussi, entre la collectivité et les parents d'élèves et les écoles. Donc finalement, dans vos projets, je crois que vous allez être... Enfin, il est probable que vous soyez retenu sur quelques grands projets lancés par le ministère de l'Éducation. Vous allez essayer de tester quelque chose qui permet de créer un lien entre une collectivité, des écoles, des parents d'élèves, des gamins, avec un outil qui est un outil, on n'a pas ici sur la table, qui est un iPad, un mini iPad. Voilà, pour l'instant, ça s'appelle effectivement gagner l'appel d'offres, et ce sont des mini iPads qui ont été mis en dotation pour les élèves et des iPads classiques pour les enseignants. Donc ça, c'est sur la partie école. Sur la partie école aujourd'hui, le premier retour que vous faites en termes de bilan, en termes de réaction des enseignants, comment ça se passe? Pour
pour l'instant, ça se passe, on va dire, au-delà de nos espérances. On pensait avoir beaucoup plus de blocage que ça, à la fois vis-à-vis du monde enseignant et à la fois au niveau des parents d'élèves. Vis-à-vis du monde enseignant, pourtant on a été assez vite, on leur a fait leur annonce clairement 4-5 mois avant, et 5 mois après c'était déployé. Et on travaille étroitement, on va dire le secret quand même dans tout ça, c'est de travailler étroitement avec l'éducation nationale. On a la chance d'avoir une équipe de formateurs sur place, un inspecteur aussi qui sont à fond dans le projet, et avec lesquels on se partage le projet, chacun dans son domaine, dans son périmètre de responsabilité. Voilà. Alors je sais qu'ici nous sommes dans un environnement universitaire, mais pour vous donner un ordre d'exemple, quand on a expliqué le projet à l'ensemble des 150 enseignants qui étaient concernés, nous les avons conviés pour leur expliquer le projet. Mais ça a été fait un mercredi après-midi, pris sur le présentiel quand même, quoi. Faut le négocier tout ça. Bon, c'est pas nous qui le négocions, mais enfin c'est à l'éducation nationale de négocier. Les temps de formation pour allumer, je vais exagérer très volontairement un petit peu provocateur, mais il faut également prévoir des temps de formation pour savoir allumer un écran de télévision. J'exagère, hein. Voilà. Tu exagères un petit peu, mais peut-être tu pourrais nous dire aujourd'hui le service informatique, comment ce sera ma dernière question avant de passer sur quelque chose qui est assez complémentaire, comment vous avez créé une ressources humaines et services informatiques pour aider les écoles et les professeurs d'école à gérer le réseau Wi-Fi des classes, les tablettes, les tableaux blancs interactifs, etc. Voilà. Alors c'est effectivement le service informatique de la collectivité qui administre et qui supervise l'ensemble de ces équipements sur le territoire. Et ça fait un peu de boulot, quoi, hein. Grosso modo, 2200 tablettes, 150 tableaux interactifs, 150 routeurs. Là, il va y avoir un réseau donc qui va interconnecter 31 sites scolaires. Il va falloir gérer de l'accès Internet. Il y a du boulot, oui. Mais effectivement, avec une petite équipe de 7 personnes, nous y arrivons très bien. Et ils ont en charge en plus toutes les mairies, etc., etc. Ouais, donc, mais ça se fait. Donc, Christophe nous montre en fait qu'il y a, grâce au numérique ou via le numérique, il y a au moins deux leviers d'innovation qui sont générateurs d'économies sans dégradation du service. Un premier levier qui est une internalisation des prestations télécom sur un réseau maîtrisé par la puissance publique qui permet de baisser ou de maîtriser les coûts et d'avoir un service à valeur ajoutée, puisqu'on a plus de débit pour moins d'argent, en gros. Grosso modo, quand même, à ISO coût, on augmente considérablement la prestation de service derrière. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Là, j'aurais bien passé la parole à mon élu qui pourrait dire s'il est d'accord ou pas avec ça. On lui passera la parole dans les questions-réponses. Juste les services que vous proposez, tu peux nous les décrire parce qu'on ne les a pas décrits, je crois. Alors, première étape. Alors, faut prendre en compte aussi, chacun a son propre contexte. Nous avons dans notre environnement, à l'échelle départementale, une structure qui produit déjà du service pour l'ensemble des collectivités territoriales. Et dans ce cadre-là, il n'est pas question de mettre en concurrence deux établissements publics. Donc nous avons clairement calé notre prestation de service avec celle de cette organisation qui s'appelle l'ALPI pour pas qu'on se retrouve en concurrence dessus. Donc aujourd'hui, on est parti sur un levier de la définition donc de cette compétence sur de l'expertise conseil autour de l'informatique, des télécoms et des réseaux. Parce que dans un premier temps, donc, il fallait inventorier et puis il fallait consolider. Donc vous pouvez imaginer que consolider 1200 contrats qui ont tous 15, 20, 30 ans d'âge, avec la réglementation que l'on connaît tous dans les télécoms, ça prend un peu de temps, quoi, pour faire arriver tous les contrats à même échéance, pour que le jour venu on puisse basculer, etc., etc. Donc premier niveau, c'est de l'expertise conseil. Et maintenant, on touche un petit peu à la manipulation, et là, on est complètement les mains dedans avec les écoles, effectivement. Et trois secteurs, informatique globale, ça peut être du poste de travail, comme du serveur, de la messagerie unifiée, voilà. Juste pour attirer l'attention des nombreux juristes qui sont dans la salle ou au marché public, les collectivités sont actionnaires de la SPL, donc ils ne sont plus soustraits, ils sont in-house. Ils sont plus soustraits au marché public. Ils peuvent décider de confier leur marché voix, téléphonie et Internet à la SPL dont ils sont actionnaires. Donc, on échappe au marché public. Ça a des avantages et des inconvénients, mais ça vous oblige à être bon en tout cas.
Ça nous oblige à être bon, et en tout cas, ça nous amène une souplesse qui nous semble indispensable d'avoir au regard du marché que nous avons en face de nous. Le marché de l'informatique, le marché du télécom ou le marché des réseaux, nous le savons tous, ça bouge du jour au lendemain. Et si nous n'avons pas une structure qui est en capacité à la fois de prendre les décisions dans le bon temps et dans le sens du marché, je crois que ça c'est un aspect extrêmement important. C'est pas parce que nous sommes une collectivité territoriale que nous devons nous positionner ou faire comme si le marché n'existait pas. Quand on fait comme ça, à mon sens, c'est grave. On se trompe très très rapidement. Il faut être absolument en phase avec son marché. Il faut pouvoir disposer d'outils de travail aussi, dont pourquoi pas la SPL, effectivement, qui vous permettent d'apporter ces bonnes réponses au bon moment. Le deuxième critère, c'est la lecture financière. Effectivement, en fonction de nos partenaires, aujourd'hui nos partenaires, ce sont Apple, c'est Apple par exemple, ou c'est Samsung aussi pour les écrans, c'est du Alcatel pour les équipements actifs, c'est SFR ou Orange pour le monde des opérateurs. Alors on a à peine commencé, hein, mais quand vous avez une position de gestion déléguée, par exemple, avec la délégation de service public, et j'ai la même chose donc avec la SPL de l'autre côté, ce sont deux mondes totalement différents. Voilà. Parce que quand je me mets du côté de la délégation de service public, j'ai en face de moi un acteur privé qui a une lecture financière privée, et moi je suis avec ma compta publique en face. Et là, on n'a pas toujours le même regard, et en tout cas la lecture que moi je peux avoir dans ma délégation de service public, ce n'est qu'une lecture comptable, et une lecture comptable où j'acte les faits clairement un an après. Je suis pas proactif dans cette lecture-là. Alors que du côté de la SPL, maintenant, on espère que fortement les choses vont changer, puisqu'avec ces acteurs privés, on va pouvoir parler le même langage, et quand on prend des décisions, on va pouvoir faire des bilans presque à temps réel, j'espère. Ça veut dire que la SPL, ça va être le cas pour Christelle Bauvry, à qui je vais passer la parole dans un instant, la SPL n'assume pas tous les services en propre, elle passe des marchés avec des spécialistes des métiers que vous voulez adresser, mais ce sont des marchés qui sont dirigés, qu'elle maîtrise complètement, au contraire d'une délégation où on ne maîtrise pas exactement la boîte aux normes de la délégation. Tout à fait. Tout à fait. Pour maîtriser les boîtes aux normes de la délégation, il faudrait faire des audits tous les ans. Mais ça restera un audit a posteriori. Vous voyez la différence avec laquelle il nous faut être proactif avec le marché. Un an, c'est beaucoup trop tard dans le monde des technos, hein, c'est clair. Merci beaucoup, Christophe. On reviendra vers vous dans quelques instants. Je vais passer la parole à Christophe. Je vais faire... Christelle, pardon. Une question qui est à peu près la même. La SEM Pau-Pyrénées a fait un choix qui est assez complémentaire de celui de la SPL, qui consiste finalement à faire évoluer son métier, qui est ton métier d'aménageur promoteur. Christelle va nous... La première chose que je vais lui demander, c'est que tu nous expliques ce que tu fais exactement, ce que fait la société, quels sont ses résultats, et nous dire pourquoi finalement tu as décidé, ou le conseil d'administration de la SEM a décidé d'augmenter, d'enrichir son métier avec une application, avec une plateforme de service. Vous m'entendez là? Donc bonjour, donc je vais vous présenter rapidement la SEM Pau-Pyrénées. C'est une société d'économie mixte patrimoniale. Donc notre métier d'origine, c'est la promotion, l'investissement immobilier dans de l'immobilier professionnel, donc plutôt tertiaire, mais on fait également de l'industriel. Donc c'est une SEM qui a été créée en 1999 pour doter le territoire communautaire d'un outil capable de constituer des offres immobilières intéressantes et d'être attractif, d'attirer des entreprises sur l'agglomération paloise. Donc c'est une SEM qui a été fortement capitalisée puisqu'on a 6,6 millions d'euros de capital, détenus à 70% par des collectivités locales. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'au 31 décembre 2012, on a un capital qui est réévalué à 9 800 000 euros, ce qui signifie qu'1 euro public investi en 1999 a produit des intérêts de 3,78% par an pendant 13 ans. Donc souvent, quand les collectivités constituent une société d'économie mixte ou un satellite, on se demande si le denier public est bien placé, bien investi. Donc dans notre cas, c'est le cas, puisque 100 euros investis en 1999 valent 162 en 2012. Donc on a déjà répondu à cette question. Donc l'actif aujourd'hui de la SEM Pau-Pyrénées, c'est 22 millions d'euros, avec une dette de 12 millions d'euros. Donc en termes de réalisation, parce que c'est ça qui est intéressant, le terrain de jeu de la SEM Pau-Pyrénées, c'est une zone d'activité qui s'appelle Pau-Cité Multimédia. C'est une zone d'activité qui est dédiée aux entreprises qui évoluent dans le secteur des nouvelles technologies.
Donc, à un moment donné, l'agglomération de Pau a voulu faire émerger une filière service sur son territoire. Elle s'est dotée de 2 outils, d'une SEM immobilière et d'un réseau très haut débit, dont vous avez certainement entendu parler. Aujourd'hui, on a installé à peu près 40 entreprises sur la zone, 1200 collaborateurs, donc c'est intéressant, et on a construit plus de 20 000 m² de surface tertiaire et industrielle. Industrielle pèse 4 000 m² sur les 20 000, donc notre cœur de métier, c'est quand même le tertiaire sur la zone dont je viens de vous parler. Potentiel de construction à venir, 35 000 m², donc on a encore de quoi doubler facilement le nombre d'entreprises et le nombre de salariés sur la zone. Ensuite, à l'origine, on est un promoteur immobilier et en fait, notre métier évolue de plus en plus vers tout ce qui est fournisseur de services économiques de proximité parce qu'on se rend compte que ça ne suffit pas d'avoir une offre immobilière attractive. On n'est pas les seuls à en faire déjà, il y a des investisseurs privés, mais qu'il faut également répondre aux attentes à la fois des entreprises et des salariés. Donc les attentes des entreprises, on a répondu quasiment dès l'origine à leurs attentes, c'est-à-dire en créant des services, en proposant des services de connectivité, des salles de réunion, des amphithéâtres partagés sur un bâtiment, on appelle ça le bâtiment A, c'est un bâtiment qui a à peu près 700 m² d'espace commun sur la zone. Un data center, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en capacité à proposer à nos résidents des offres de colocalisation où les entreprises vont venir installer leurs actifs et on est aussi performant et en tout cas plus compétitif en termes de prix que des data centers qu'on trouve à Paris, enfin les plus connus d'entre eux. Sur la zone d'activité, pour faciliter le quotidien des entreprises, on a mis en place tout un dispositif de facility management. Donc l'idée, c'est de dire au chef d'entreprise, quand il vient s'installer sur la zone, votre job, c'est de faire votre job, nous, on s'occupe du reste. Donc on s'occupe de tout ce qui est charge quotidienne, la maintenance des bâtiments, des équipements, l'entretien des espaces verts, la sécurité, les femmes de ménage, j'en passe et des meilleurs. On va même jusqu'à fournir le papier WC pour les toilettes. C'est le détail, mais c'est pour vous dire qu'on fait, la chaîne de A à Z et l'idée c'est de faciliter d'enrichir les outils de travail des entreprises et de leur permettre de se concentrer sur leur travail. Donc ça, vous allez me dire, c'est pas très original. C'est vrai que c'est pas très original finalement, parce que quand on est sur une zone d'activité environnée, il y a souvent ce dispositif-là, c'est-à-dire on mutualise les charges et c'est un intermédiaire qui s'occupe de tout le reste. Juste peut-être, avant que tu passes à la suite, que je connais un peu, est-ce que tu peux, parce qu'il y a un levier d'innovation sur lequel je voudrais que tu attires l'attention, c'est sur l'association syndicale, qui est quand même un facteur qui est très important dans la zone, qui n'est pas si général que ça, si diffusé que ça en France. Et je voudrais que tu nous expliques comment fonctionne, notamment ton facility management de zone, grâce ou via cette association syndicale. D'accord. Donc, sur Pau-Cité Multimédia, dont je vous parlais tout de suite, c'est une ZAC, une zone d'activité concertée, sur laquelle on construit des bâtiments en tant que promoteur. Ensuite, ce qui a été finement inventé par des juristes, dont certaines sont dans la salle aujourd'hui, il y a 10 ans, enfin 14 ans maintenant, c'est de calquer sur ce périmètre une association syndicale libre, dont le métier est justement de s'occuper de toutes les charges sur les espaces communs, mais on a évoluer aussi, puisque maintenant on s'occupe aussi des espaces privés, de mutualiser toutes les charges de la zone d'activité. Ça veut dire que quand vous êtes propriétaire, parce que ça nous arrive de revendre des bâtiments, ou locataire à Pau-Cité Multimédia, de facto vous êtes adhérent à cette association syndicale, et comme quand vous avez des tantièmes dans un syndic de copropriété pour votre appartement, là on a des points qui sont attribués à chaque entreprise. Il y a un prix au point et ce prix nous sert à payer toutes les charges de la zone. Ça veut dire que l'association syndicale, qui est présidée depuis le début par la SEM Pau-Pyrénées, elle s'occupe de toutes les charges et elle refacture, elle a des contrats privés avec des prestataires, elle refacture à tous les résidents. Ce levier-là, il est important parce que ça nous a permis de passer de la gestion quotidienne de la zone à l'animation à proprement parler, et au développement de services communs, donc les premiers services aux entreprises, les deuxième mouture maintenant, on s'adresse aux salariés directement. Moi, ça va faire 11 ans que je dirige cette société d'économie mixte et que je préside l'association syndicale, et le constat est assez simple. Personnellement, je trouve ça un peu passé, l'animation technopolitaine classique qui consiste à mettre des chefs d'entreprise autour d'une table pour parler de l'évolution du CAC 40. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, mais j'y crois plus beaucoup parce qu'on peut aller chercher l'information ailleurs. Par contre, ce qui est important et ce qui me perturbait dans mon quotidien il y a quelque temps, c'est de voir 1200 salariés débarquer tous les jours sur une zone d'activité,
venir travailler et venir que travailler. On trouve que on n'est pas très sexy dans cette offre-là par rapport aux salariés. Donc, on a développé récemment une plateforme de service qui est dédiée aux salariés des entreprises de Pau Cité Multimédia. Cette plateforme, on a pu la développer grâce au partenariat avec l'Université de Pau, puisque c'est pas moi qui ai eu l'idée, donc on met juste nous en musique. Donc l'idée, c'est une plateforme de service qui est accessible en ligne ou via une application spécifique, qu'on peut mettre sur un ordinateur de bureau, sur un smartphone ou sur une tablette, et qui est uniquement adressée aux salariés de la zone. Chaque salarié a sa clé personnelle, et on travaille sur un concept de comité d'entreprise étendu. Donc, pourquoi un comité d'entreprise étendu? Parce que Pau Cité Multimédia a une caractéristique, c'est qu'elle accueille 40 entreprises. Sur les 40, il doit y en avoir 5 qui ont la taille suffisante pour avoir des comités d'entreprise. Les autres, c'est des petites structures où les salariés n'ont pas forcément d'offres intéressantes, n'ont pas de comité d'entreprise. Donc l'idée, c'est de dire, on apporte du service aux salariés sur la zone, on leur facilite leurs conditions de travail, on leur facilite la vie quotidienne, et qu'ils soient dans une toute petite entreprise ou dans un groupe, ils ont exactement les mêmes avantages. Et puis le développement de la plateforme de service, ça nous permet également d'apporter de la valeur ajoutée au très haut débit qui a été déployé par l'agglomération en 2004, c'est-à-dire que je peux me permettre de le dire, on a des beaux tuyaux à Pau, mais finalement, on n'a pas été très innovant en service ou en usage, comme à peu près partout en France. Donc l'idée, c'est de travailler ici sur un prisme assez particulier, une zone d'activité, mais de travailler sur les services. Donc je vais vous présenter rapidement la plateforme pour pas trop vous assommer. L'idée, c'est finalement de dire, on a un accueil physique, une collaboratrice qui accueille les gens, les visiteurs et tout ça sur la zone tous les jours. On va augmenter l'accueil physique par un accueil numérique et on va permettre aux salariés d'aller trouver des services 24 heures sur 24 depuis son lieu de travail ou depuis son canapé le week-end. Donc je vous présente rapidement les... Alors peut-être que je vais les présenter en ligne, ça va aller mieux, non? Bon, l'idée c'est une plateforme, donc elle est beaucoup plus sexy sur tablette ou sur téléphone portable puisqu'elle est tactile. Donc on a un certain nombre de modules qui sont proposés aux salariés. On a un premier module petite annonce qui a l'air comme ça anecdotique. Mais ce qui est rigolo, c'est d'imaginer qu'on peut échanger, se vendre, se donner des choses entre salariés d'une même zone d'activité. Donc là, l'idée est venue parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on mettait une affiche à vendre sur une voiture et des fois, on la vend à des gens qui travaillent sur la même zone d'activité alors qu'on ne le connaissait pas. Donc en fait, le module petite annonce, il nous permet de mettre en ligne des annonces, comme son nom l'indique. Dès que la technique ne me fera pas défaut, je vous ferai voir comment ça fonctionne. Bon, ok. Je vais peut-être repartir sur mon PowerPoint. Parce que je risque le torticolis à mon âge, c'est pas gagné. Donc vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire, mais le module petite annonce, par exemple, les gens qui mettent des annonces en ligne, on les géolocalise dans le bâtiment dans lequel ils travaillent. L'idée, c'est de ne pas avoir des réflexions entre salariés en disant tiens, lui, il vend un 4x4, il pollue la planète. Enfin, vous voyez, donc on ne sait pas qui met en ligne, mais on sait que cette personne-là travaille au bâtiment A. Alors là où on n'a pas été innovant en Pau Cité Multimédia, c'est dans le nom des bâtiments, puisqu'on est A, B, C, D, donc on est quand même assez de base. Donc on sait que la personne, elle habite. Elle vend une tablette bambou au bâtiment A de Pau Cité Multimédia. Donc nous, on crée l'outil et après les gens, ils font leur business ensemble. Ils se contactent soit par mail, soit par GSM. Et on ne sait pas ce que ça devient, on sait juste qu'à un moment donné, l'annonce, elle est enlevée, donc ça veut peut-être dire qu'ils ont fait affaire. On est en train d'améliorer le dispositif, justement, en ayant un retour sur si l'annonce est supprimée, est-ce que c'est parce que vous l'avez vendue par notre intermédiaire ou pas. Donc ça, c'est le premier petit module. Ensuite, le deuxième module, on est vraiment dans le principe du service, c'est-à-dire on a mis en place une conciergerie. Donc les conciergeries d'entreprise, c'est pas nouveau, mais c'est surtout développé dans les grands groupes, chez Total, chez EDF, des choses comme ça, plutôt à Paris, où ils ont le concierge avec le nœud papillon. Nous, à Pau Cité Multimédia, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc on a développé une conciergerie numérique. Donc l'idée, c'est sur des services type couturière, repassage, cordonnier. Déjà, nous, on va voir des prestataires en local, on négocie les prix pour que... L'idée, c'est quand même qu'on facilite la vie, mais on fait gagner du temps et de l'argent aux salariés. Donc, moi, j'utilise régulièrement le service. Je dépose mes chaussures pour le cordonnier. Je les dépose au bâtiment A de Pau Cité Multimédia. 48 heures après,
les chaussures me viennent réparer, je ne suis pas allée chez mon cordonnier, ça m'a coûté moins cher, et je suis content quand le travail est bien fait, mais le travail est bien fait. Donc vous pouvez constater sur ce module qu'on a plusieurs choses. On a la couturière, la possibilité de laisser la panière de linge à repasser, voilà, plein de petits services comme ça. Ensuite, pour travailler vraiment dans le principe du comité d'entreprise étendu, on a créé une boutique qu'on a mis en ligne. Donc on travaille principalement sur des produits en filière courte et livrés sur zone et si possible avec des producteurs locaux. Et bien pareil, on fait du maillage territorial sur nos fournisseurs, on va les voir, on leur demande s'ils veulent bien faire un prix sur leurs produits parce qu'ils vendent à des salariés de Possibilité Multimédia, et deuxièmement, s'ils veulent bien venir livrer sur la zone. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'offres, du foie gras, des produits bio, même des chiens, ou même des chiens, n'importe quoi. Non, on va non, c'est une idée. Non, des croquettes pour chiens ou chats, donc en fait, je suis fatiguée. Non, je suis impressionnée, voilà. Donc, les gens font leurs courses en ligne et on leur livre sur zone. Toujours le même principe. Alors, on a dû adapter notre logistique puisque, comme on fait des produits frais, on s'est équipé d'une armoire frigorifique pour pas couper la chaîne du froid, mais on est sur ce genre de problématique. Donc là, on parle de service. La valeur ajoutée, c'est je gagne du temps, je gagne de l'argent, ma vie est facilitée et je suis content finalement de travailler à Possibilité Multimédia. L'autre exemple, c'est un module où là, l'idée, c'est de créer du lien entre comment le numérique peut créer du lien entre les personnes. Donc il y a plein de gens qui sont un peu en recul par rapport à cette problématique-là, mais justement, l'idée du module après le travail, c'est de dire sur 1200 salariés, forcément, il y a des gens qui ont des affinités, qui ont des choses à faire ensemble. Après, on ne veut pas savoir ce qu'ils font, mais en tout cas, on leur donne un outil capable de se mettre en relation. Non, je dis ça parce qu'on a eu des idées bizarres. Donc... Ce que veut dire Christelle, c'est qu'on est déjà à 3 mariages sur la zone, plus un certain nombre d'incidents dans le couple que je ne voudrais pas qualifier, mais qui sont nombreux. Que nous tairons ici. Non, mais plus sérieusement, donc, ce que vous pouvez voir sur le module, on a d'abord la possibilité pour chaque salarié de proposer son activité. Donc là, nous, on a quand même un rôle de modérateur pour pas mettre n'importe quoi. Ensuite, vous retrouvez ici les activités qui ont été proposées par les salariés. Donc ça va de la sortie VTT le week-end, à l'échange sur la couture, des clubs de lecture, des clubs œnologiques. Je veux aller courir dans le bois de Pau entre midi et 2, mais j'ai peur de me faire agresser. Qui veut venir avec moi? Donc pour pouvoir permettre à des salariés de faire du sport depuis la zone, on a créé des douches. Voilà, on adapte notre logistique aux besoins des salariés. Ensuite, une petite idée rigolote, une DVD Tech, c'est-à-dire que là, sur la base d'échanges non marchands, on considère que chacun, chez nous, on a des DVD qu'on utilise très peu. Donc, on a mis en ligne les DVD. Alors pareil, moi par exemple, j'ai mis en ligne mes 400 DVD en disant que je suis au bâtiment A. Quand quelqu'un veut m'emprunter mon DVD, il le réserve en ligne, je l'amène à l'accueil et puis les échanges se font. Une billetterie, donc la billetterie classiquement c'est une convention avec France Billets. Donc l'idée c'est quelle que soit la structure dans laquelle je travaille, je peux réserver des billets pour des spectacles, peu importe, du théâtre, à 15% de réduction parce que je travaille à Possibilité Multimédia et pas pour autre chose, quoi. Actualité sport, je passe vite, c'est toutes les propositions sur vous savez qu'ici à Pau, on a la section paloise, l'élan béarnais, donc là, on met en ligne des billets à tarif réduit. Puis après, on a un certain nombre d'autres offres. Enfin, le dernier module, je voulais vous présenter, il y en a plusieurs, mais il y en a qui sont plus intéressants, ou en tout cas plus dans l'esprit du service. C'est un module transport qui a pour objectif de proposer des solutions alternatives aux tout-voitures. Aujourd'hui, à Possibilité Multimédia, on a 1200 salariés. Je ne pense pas qu'on ait 1200 voitures, mais on est quand même pas loin. Et notre problématique, c'est qu'on n'a pas suffisamment de places de parking et qu'on a des zones grises sur une zone d'activité qui est plutôt sympa au niveau architectural. Et il conviendrait de ne pas continuer à développer ces zones grises. Et pour la planète, il conviendrait de faire autre chose que de la voiture individuelle. Donc on a 3 possibilités sur ce module. On propose des vélos en location longue durée. On a développé avec une entreprise paloise qui est basée à Possibilité Multimédia un petit module de covoiturage où chacun peut rentrer son trajet quotidien, domicile-travail, indiquer combien il y a de place dans la voiture et récupérer des salariés au cours de son trajet. Et ensuite, on va essayer de développer sur Possibilité Multimédia
l'utilisation de véhicules électriques urbains légers, type la Twizy, celle qui est en photo, là, la Twizy. L'idée, c'est tous les jours, moi j'ai mon bureau à l'entrée de la zone, je vois sortir des gens tout seuls dans leur voiture, qui souvent vont chercher un sandwich à moins d'1 kilomètre de la zone, donc ça pose vraiment un problème. Ça veut dire qu'on voudrait leur mettre à disposition des petits véhicules électriques pour essayer d'avoir des déplacements un peu intelligents. Donc j'ai présenté rapidement, j'ai peut-être pris trop de temps, mais l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer que l'évolution du métier de la SEM, qui est à l'origine un promoteur immobilier, et le développement de ce type de plateforme illustre parfaitement le thème du colloque d'aujourd'hui, comment on fait mieux avec moins, grâce à des politiques numériques qui sont enrichies. Donc, juste pour illustrer le propos de Christelle Baudry, l'impression qui était la nôtre, c'est une hypothèse universitaire, c'est de dire finalement on se rend compte que le numérique, sur ce mode-là, est un instrument politique. Vous savez, la politique, au sens d'Habermas, c'est ce lien étrange, un peu polysémique, entre une personne morale et des personnes physiques. Comment on augmente la qualité et l'intensité de ce lien, et Dieu sait qu'en ce moment, les prochaines élections risquent de le montrer à nouveau, on en a besoin. Comment finalement on utilise le numérique pour recréer du lien de proximité et augmenter l'impact des échanges qui sont déjà physiques sur le territoire via le numérique. L'idée que Christelle défend, c'est finalement comment on stimule les filières courtes de proximité avec des plateformes de ce type-là, plutôt que de permettre, ce qui est la norme aujourd'hui, d'acheter chez Amazon. Je n'ai rien contre Amazon, mais l'impact en termes de croissance propre aux Pyrénées d'Amazon est très faible. C'est un euphémisme. Donc si on ne fait rien, c'est Amazon évidemment qui va gagner, et malheureusement je pense même si on fait quelque chose, il risque de gagner quand même, mais il faut quand même essayer d'utiliser le numérique comme une ressource. Et dans deux exemples qu'on a vus, et on finira si on est sur le timing et pour laisser la salle réagir à la plateforme mythique de Christelle, qu'est-ce que je voulais dire au lieu de faire l'idiot? Dans les deux exemples qui sont ici, ce qu'on voit finalement, c'est comment on recrée de la capacité pour une collectivité ou un satellite à maîtriser une ressource qui est au cœur d'une transition importante, qui est la transition numérique, en se donnant les moyens, soit de distribuer du service, comme Christophe l'a montré sur la société publique locale Digital Max, soit en inventant une nouvelle forme d'interaction un peu sur la forme d'une économie collaborative ou d'une économie contributive entre finalement un maître d'ouvrage, public ou parapublic, et des usagers. Ça veut dire que la plateforme que Christelle teste, on pourrait très bien l'imaginer, on aimerait bien nous la tester, sur des choses qui sont très différentes des zones d'activité. On est en train de monter quelque chose sur bailleur social, on essaie de travailler avec Christophe sur tourisme, mais on pourrait imaginer qu'une collectivité, au sens EPCI ou au sens collectivité territoriale, utilise des plateformes comme celle-là, d'autres, pour inventer une relation qui est une relation permanente, asynchrone et asynchrone, c'est important de travailler en asynchrone aujourd'hui, avec le numérique, plutôt que de laisser Google ou Amazon ou Facebook le faire à notre place. Voilà un peu l'idée que l'on voulait défendre. Les deux hypothèses, ce sont des hypothèses qu'on voulait défendre aujourd'hui dans cet atelier. Ils ont pas encore terminé, mais je pense qu'ils le méritaient. Quelques questions dans la salle? Bonjour, Thierry Courset, donc je suis responsable du système d'information 111064. Moi j'ai des questions sur la mutualisation des infrastructures, notamment finalement on voit que vous avez fait un travail de rationalisation des coûts télécoms pour finalement des petites collectivités sur lesquelles vous avez amené un coût plus juste finalement des télécoms par rapport à aujourd'hui. Bon, je connais bien cette problématique parce que nous-mêmes, quand on est passé du système communal chez les pompiers au système départemental, on a eu affaire exactement au même problème. Hein. On avait des lignes télécoms dans chaque centre de secours, certaines même on savait pas à quoi elles servaient. Hein, donc il y a eu un travail de rationalisation important. Mais je voudrais rebondir pas spécifiquement sur le réseau parce qu'on parle beaucoup du développement de l'innovation par le numérique, mais on oublie qu'il y a des infrastructures derrière. Et effectivement, dans les infrastructures, il y a le réseau, et on entend beaucoup parler aujourd'hui des data centers. Alors certains appellent ça le cloud, hein, dans un terme très à la mode. Bon, l'idée finalement, c'est de comme on le fait pour le réseau, hein, c'est centraliser un certain nombre de ressources physiques informatiques, hein, des serveurs, clairement, des espaces de stockage, pour diminuer les coûts finalement
globaux de consommation, de coût de ces services. Alors 2 questions. La première, est-ce que vous, dans votre évolution, vous avez aussi intégré ce besoin jusqu'à amener finalement un service aux collectivités à ce service, c'est-à-dire qu'en gros ils vont consommer du logiciel qui tournera sur des serveurs centralisés. Première idée, ça c'est une réflexion aussi qu'on peut avoir dans le monde du public finalement. Et la deuxième, c'est ce que plus dans la logique là, pour l'aménagement du territoire, dans les zones d'aménagement concerté, on s'est un peu posé la question de se dire tiens finalement un data center on paye des coûts de fonctionnement pour le refroidir, et une piscine, on paye des coûts de fonctionnement pour la réchauffer. Et à un moment, est-ce qu'on s'est posé la question s'il fallait pas, quand on aménageait des zones, rapprocher, finalement, là on a construit une super piscine à Pau. Alors je sais que le bassin extérieur, il est à 28 degrés, je m'y suis baigné hier d'ailleurs, c'était super. Mais finalement, je sais pas si on s'est posé la question à un moment donné de dire tiens, ça pourrait être intéressant pour chauffer l'eau de la piscine d'utiliser les calories que produisent les serveurs. Donc je voulais savoir si, en termes d'aménagement, aujourd'hui on se posait ce genre de questions et où on en était aussi dans ce type de démarche pour ceux qui innovent là-dessus. Ok. Pour répondre à la première question sur la notion de data center qui pose la question de l'hébergement des données publiques, où est-ce qu'on les met, à quel coût et exploité par qui? Voilà, grosso modo. Bon, aujourd'hui, il y a plein de solutions. Nous, on va essayer de partir sur une solution qu'on va tenter de maîtriser un petit peu au début. Alors effectivement, on va maîtriser notre réseau, on va l'allumer nous-mêmes et on dispose déjà d'une salle blanche dont les premiers serveurs vont arriver dedans dans 15 jours. Voilà. Donc effectivement, l'ensemble des serveurs des mairies, toute la messagerie collaborative de l'ensemble des mairies, tout ça, vont être hébergés sur un data center de proximité. Je crois qu'il ne faut pas oublier, même en termes de numérique, on se dit que le cloud, ça peut être n'importe où et à 10 000 km, ça n'a aucune importance. Si on remet la couche économique là-dessus, le transit en télécom, ça a un coût. Il ne faut pas rêver. Voilà. Donc d'un point de vue économique, ça a un sens, ça a du sens d'héberger les données publiques à proximité de là où nous nous trouvons. Et ensuite, il y a un deuxième enjeu qui est la distribution, quoi, effectivement. Voilà. Donc là, effectivement, quand on a un data center et qu'on est propriétaire de son propre réseau à l'échelle du MAN de max, le coût, c'est proche de zéro. Voilà, le coût de transit, c'est proche de zéro. Si je fais héberger ça par OVH ou je ne sais trop qui, ce sera pas zéro, c'est sûr. Ça, voilà. Et après, il y a la notion d'accessibilité à ces données aussi, qui est un enjeu. Et d'en extraire aussi probablement les métadonnées qui vont nous permettre justement de faire l'évaluation de nos politiques publiques derrière. Je vous donne un exemple très bête. Aujourd'hui, avec une délégation de services publics, j'ai 3 superbes routeurs dans une salle blanche qui appartiennent, enfin qui sont en tout cas exploités par notre opérateur. J'ai même pas accès aux métadonnées, quoi. Même pas. Pourtant, il y a 10 000 clients qui tournent dessus et 50 entreprises, quoi. Quand ça s'allume, le mouvement des personnes, le churn opérateur, tout ça, ils nous donnent zéro info. Et si vous pouvez demander tout ce que vous voulez, ils vous répondront pas. C'est leurs données, ce ne sont pas les vôtres. Et ça change un peu les choses. Il me semble qu'il y a un petit peu de temps que la puissance publique se réapproprie ou tente de se réapproprier ses propres données. C'est un vrai enjeu. Voilà. Sur la deuxième question, pour répondre à votre collègue, je dirais une métaphore, moi j'ai le secret, qui est effectivement le feu, sur la convergence entre les approches numériques et les approches d'urbanisme réglementaire, ou d'urbanisme opérationnel et de management. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce matin les collègues parlaient de ça, et chaque fois je me disais, mais j'ai l'impression, pardon, je vais le dire avec l'impolitesse formelle qui me caractérise, j'ai l'impression parfois que la puissance publique a un peu de retard, on va dire, je veux le dire soft. Je veux le dire soft parce que ce qui est la norme aujourd'hui, c'est-à-dire je clique quelque part et j'ai un résultat dans les collectivités, aller chercher un document administratif, souvent c'est pas la norme, on va dire. Et ce que vous signalez, c'est finalement comment on va intégrer cette couche numérique, comme cette couche écologique, finalement, dans toutes les mutations, dans tous les documents de planification, dans tous les documents de management des collectivités, des acteurs publics. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail, mais c'est vachement bien. Ça nous fait, nous, des terrains d'expérimentation qui sont extrêmement intéressants. Donc, pour répondre précisément, il n'est pas encore question de créer une piscine à Pau-City Multimédia, ou alors ça m'a échappé. Mais effectivement, le fait qu'on utilise des ressources indirectes de l'économie numérique pour recréer des réseaux de chaleur ou pour recréer du froid est une bonne idée, mais ça supposerait que des outils convergent. Et aujourd'hui, c'est plutôt une organisation très verticale, très silo,
comme ce qui a été signalé ce matin. Ce que dit Jean-Pierre, nous c'est quelque chose qu'on va chercher à faire très rapidement, à s'interfacer avec ce que j'appelle les réseaux tiers. Ça peut être les SDI, ça peut être la sécurité civile, ça peut être la gendarmerie nationale, ça peut être l'éducation nationale, pour vous donner notre scène de consolidation et de la modernisation de l'outil public. Pour déployer nos 2200 tablettes, on n'a même pas eu accès à la base élève du rectorat. Il a fallu qu'on se repaluche tout à la main, quoi. C'est intolérable. Enfin, c'est intolérable. C'est un non-sens, tout simplement. Et pour arriver à consolider ces deux bases, je pense qu'on va mettre 2 ans, 3 ans. J'exagère peut-être, j'espère que ça va faire plus rapidement. Mais voilà, les chantiers dans ces domaines sont énormes. Énormes. Et effectivement, c'est dû à cette organisation de l'administration en silo qui, aujourd'hui, il faudrait qu'on s'interconnecte et qu'on consolide un petit peu tout ça, quoi. Ouais. D'autres questions? Oui, bonjour. Benjamin Vives, de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Donc j'ai beaucoup apprécié les exemples présentés. Ce que j'ai moins compris, c'est la source d'économie. Parce que dans un cas, vous proposez des services nouveaux. On parlait ce matin de bien cibler nos missions, nos compétences. Donc là, vous fournissez un service aux écoles qui relève plus de la pratique pédagogique, donc de l'éducation nationale. Voilà, donc là, j'ai du mal à comprendre l'économie. On a bien compris pour la partie mutualisation, amélioration des contrats, etc. Mais pour l'autre partie, ça me paraît moins clair. Et pour Pau Cité Multimédia, pareil, même si on comprend très bien en termes d'attractivité cet outil qui a l'air formidable, là aussi, où est la source d'économie ? Alors, très clairement, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, la mesure exacte de la source d'économie, je ne vais pas pouvoir vous donner le tableau Excel tout propre aujourd'hui. Voilà. On est clairement au démarrage de l'histoire. L'ensemble des outils de travail sont dans une phase où on est, on va dire, consolidé, et on va juste commencer à rentrer en exploit. Donc, les résultats probants, quantifiés, chiffrés précisément, clairement, c'est pas aujourd'hui que je peux vous les donner. Mais ça apparaît assez clair, quand même, quoi. Il est évident que c'est exactement la même chose que si vous arrêtiez un groupement de commandes. Vous voyez, au niveau de l'EPCI, par exemple, vous pouvez faire des groupements de commandes. Donc, vous négociez les tarifs d'achat avec un prestataire, donc vous faites du gain, rien que sur la partie mutualisation. Donc là, c'est quantifiable très rapidement. Ensuite, la deuxième phase, qui est la phase de consolidation, où vous coupez tout ce qui sert à rien, grosso modo. Là, actuellement, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Il va falloir cette évaluation. Nous, elle sera prête à peu près au mois de décembre de cette année. On va pouvoir commencer à avoir une notion des gains de la consolidation à la fin de l'année. Voilà. Mais la consolidation, vous ne pouvez pas l'avoir avec un groupement de commandes, par exemple. Il vous faut un autre outil de travail pour ça. Sinon, ça ne marche pas. Je vais essayer de vous répondre. Donc, il y a 2 choses. La première, pour les opérateurs que nous sommes, la SEM et l'association syndicale, mais surtout la SEM, la plateforme, c'est une source d'attractivité. Surtout comment on augmente l'attractivité de la zone sur laquelle on travaille. La source d'économie, je la vois au niveau du salarié. C'est-à-dire que les services qu'on lui propose, c'est une source d'économie de temps et d'économie d'argent par rapport à un quotidien qui est souvent un peu bouqué, comme on dit. Ensuite, sur le modèle économique de la plateforme, donc sur l'expérimentation et le développement, on a été aidé par le conseil régional parce que, ce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est la première plateforme comme ça qui est développée en France et en Europe pour une zone d'activité, donc c'est un caractère innovant. Et ensuite, la façon dont on l'a montée, c'est, par exemple, sur 10% d'économie sur du foie gras, quand la personne l'achète en ligne, au lieu d'avoir 10% d'économie, elle en a 9,5 parce qu'on prélève 0,5 pour pouvoir payer et renouveler l'outil, en fait. Voilà. Mais pour moi, c'est une vraie source d'économie parce que si j'avais voulu faire développer un outil comme ça par un prestataire informatique classique, ça m'aurait coûté, passez-moi l'expression, un bras. Il n'aurait pas eu une si bonne idée. C'est un peu prétentieux, mais c'est vrai. Et puis, on le gère en interne. Donc, si vous voulez, au niveau du personnel, on n'a pas eu besoin de recruter quelqu'un pour travailler là-dessus. On le fait avec les équipes qu'on a en place. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Juste, d'un point de vue plus théorique, il y a deux vecteurs d'économie, les économies directes, donc les économies de fonctionnement sur les budgets télécoms, par exemple, c'est un bon exemple. Et puis il y a les économies indirectes qui sont plus politiques et attractivité, qui pour une collectivité me semblent être un peu au cœur du business de la collectivité, mais peut-être que je me trompe ou que j'ai oublié mes fondamentaux des collectivités, c'est-à-dire comment j'agis, comment j'utilise l'argent public pour avoir un effet multiplicateur. Comment finalement j'arrive avec ce que je fais à faire en sorte que les gens vivent mieux ensemble, se sentent plus heureux, et un lien au territoire plus fort, et un lien aux politiques qui sont moins mauvais, etc. Donc c'est pas une économie au sens gestion, c'était le sens de votre question, mais c'est une économie au sens économie globale, quoi, du territoire. Autre question? Peut-être en attendant, une question un peu provocatrice. Les deux exemples d'innovation numérique, j'arrive. Deux questions. Les deux exemples d'innovation numérique, SEM, SPL, on a des structures qui ne sont pas des structures publiques de manière directe. La question provocatrice, est-ce qu'il faut être sur des structures souples ou d'interaction, d'interfaçage pour faire de l'innovation numérique? Réponse oui. Ne serait-ce qu'au regard du premier critère, qui est d'être en phase avec son marché, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on n'a pas de la souplesse en termes de décision et d'action et d'exploitation dans ce secteur d'activité, vous n'arriverez à rien, quoi. On peut pas innover. On peut pas innover quand on est en retard par rapport à son marché. Déjà, c'est pas possible. Il y a une contradiction de fait. Donc, Mélissa Dominguez, étudiante en M2 Management Public. J'avais une question concernant la plateforme. Est-ce qu'elle a été faite avec les salariés ou vous avez comment dire, mis des prestations? C'est les salariés qui y vont, ou si c'est les salariés qui ont participé à l'élaboration de ces prestations? C'est une très bonne question. Donc justement, dans la mise en place de cette plateforme, on a essayé d'être innovant un petit peu, donc en faisant du co-design avec les salariés. On a fait d'abord une première maquette, un bêta, et on l'a montré à des salariés, à des pauses déjeuner, en les invitant à déjeuner entre midi et 2, en allant dans l'entreprise, pour voir si les idées de service qu'on avait correspondaient à leurs attentes. Donc il y a déjà eu cette première phase de co-design, et c'est important, parce qu'on a beau avoir des très bonnes idées, s'il n'y a pas d'adhésion au final, ça ne sert à rien. Donc on a eu cette première étape, et puis là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on développe la plateforme. On est en train de faire un nouveau sondage en ligne pour voir un petit peu comment la plateforme est utilisée, s'ils ont des idées de service qu'on n'a pas encore eues. Parce qu'en fait, c'est en utilisant la plateforme, souvent on a des gens qui viennent à l'accueil en nous disant « vous pourriez essayer de tester ce service-là ». Donc on se nourrit de leurs idées pour coller exactement à leurs besoins du quotidien. Si je peux rajouter une chose par rapport à cette effectivement très bonne question, et Christophe l'a dit tout à l'heure, mais il est passé vite, les données de fréquentation de la plateforme, elles sont maîtrisées par la SEM. Ce que disait Christophe sur les RIP tout à l'heure, sur le réseau d'initiative publique. Sur un réseau, Big Brother est vraiment très près de vous, on sait exactement ce qui se passe quand on maîtrise l'infrastructure réseau. Sur un réseau, je peux vous dire, si je connais votre adresse IP, qu'est-ce que vous regardez, à quel moment vous le regardez. Et ça, aujourd'hui, dans les investissements numériques, Christophe en parlait tout à l'heure, sur la possibilité de faire du tracking, par exemple, au bon sens du terme, c'est-à-dire qui part d'où pour aller où, pour gérer mieux les politiques publiques. Si on ne maîtrise pas la ressource informatique, la ressource réseau, on n'arrive pas à le faire. Donc, le premier signe tangible de co-design dont Christelle a parlé, c'est voir exactement qui utilise quoi. Et ça, pour ça, il faut maîtriser la plateforme et non pas la confier à un opérateur qui va plus ou moins être une boîte noire ou alors avoir un contrat qui soit léonin avec lui pour le tenir par tout ce que vous voulez, pour qu'il vous dise tout ce qu'il a à vous dire. C'est un point important. Une autre question? Moi, j'ai une autre question qui est, un peu ambitieuse aussi. Est-ce que vous attaquez à la sphère purement privée? C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez, comme on a un peu pensé sur Pau, mais on l'a abandonné, de prendre la propriété de l'ensemble des réseaux, y compris de télécommunications, et comment vous envisageriez la gestion? Puisque vous êtes opérateur, j'imagine que les opérateurs, ils n'ont pas aimé que vous soyez opérateur. Enfin, pour l'instant, ils ne le savent pas, il ne faut pas leur dire. On n'a pas commencé, donc il ne faut pas nous tuer avant d'avoir démarré. C'est une vraie question. Voilà. C'est une vraie question qui englobe plusieurs sujets et sur lesquels on se bat déjà depuis quelques années, les collectivités, en la matière. Premier sujet, la boucle locale. À qui appartient-elle réellement?
on sait qu'aujourd'hui c'est France Télécom qui l'exploite sous un contrat lié au service universel. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et avec grande certitude, c'est que grosso modo 80% des linéaires de la boucle locale appartiennent aux communes et non pas à France Télécom. Voilà. Donc, en plus, on est sur un fonctionnement totalement inopérant de fait. Parce que aujourd'hui, France Télécom, on applique ce qu'on appelle de la RODP, de la redevance d'occupation des sols. C'est une hérésie. À partir du moment où les infrastructures que l'on cite appartiennent aux communes. C'est pas de la RODP qu'on devrait facturer. C'est du service locatif au même titre que France Télécom a son catalogue de services avec du GCRCA. Et si je vous fais un petit module sur Max, c'est à peu près 100 000 € de RODP en termes de... Alors la RODP, c'est la redevance d'occupation des sols. C'est-à-dire que lorsque vous avez un concessionnaire qui utilise une emprise de voirie, il est redevable, suivant sa catégorie, d'un certain prix pour occuper ce domaine public. Donc en la matière, aujourd'hui, France Télécom, les collectivités facturent à France Télécom de la RODP. Mais c'est pas de la RODP qu'on devrait facturer, c'est du catalogue de services. Et puis, cette infrastructure existante qui a été, entre guillemets, donnée à France Télécom, aujourd'hui, elle échappe au patrimoine public. Et la constitution du patrimoine public est aussi un enjeu. Faut arriver à le mesurer. Chez nous, ça représente à peu près 1500 km de linéaire. À 80 € le mètre linéaire construit pour faire un réseau télécom, vous faites les additions, les chiffres pèsent très très lourd, très très vite, quoi. Moi aujourd'hui, pour aller raccorder mes écoles, qu'est-ce que je fais? Je construis un autre réseau ou j'utilise celui existant? Et pourquoi j'irais payer à France Télécom un droit d'usage sur quelque chose qui appartient aux communes? On est dans une incohérence totale, quoi. Voilà. Maintenant, comment ça va se faire, je ne sais pas. On va s'amuser. La question de madame, pour aller dans son sens et pour t'obliger à répondre, c'est pas seulement sur les infrastructures passives. Si j'ai bien compris, le sens de votre question, c'est un petit peu sur des infrastructures qui seraient un peu moins passives. Comment tu vois les choses dans ce domaine-là? Eh bien, sur les infrastructures, comme sur les infrastructures passives, il me semble que les collectivités territoriales ont tout intérêt à avoir un certain niveau de compétences et de maîtrise de l'actif, évidemment. Bien sûr. Alors, il n'est pas question de faire concurrence aux services privés, il n'est pas question de faire la révolution. Mais aujourd'hui, 100% ou 99,999% des actions en la matière sont maîtrisées par nos opérateurs, grosso modo. Voilà. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas en prendre 5%? Ça nous suffirait déjà pour énormément innover et faire de la prestation de services de proximité sur nos collectivités. Ça, je peux vous en assurer, c'est une garantie. Mais c'est pas simple tous les jours. Il y a de la législation en vigueur, il y a probablement de la jurisprudence à créer, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Oui, Claude Ponsnario, DGA, Développement Attractivité à la ville et l'agglomération de Pau. Deux petits compléments aux interventions qui nous ont été proposées. La délégation de services publics qui gère le réseau palois a 15 ans. Elle a été contractualisée en 2003, elle finira en 2018 et nous sommes aujourd'hui dans un temps de négociation qui est engagé et important avec le délégataire Action SPTHD. J'ai compris que votre DLSP était en cours depuis 5 ans, c'est ça? Et probablement pour 20 ans. Et signé pour 20 ans, il nous en reste 15 à tirer. Donc vous êtes dans une configuration qui est la configuration classique de gestion des réseaux d'initiative publique, ce qui n'est pas tout à fait celle de Pau, qui, en plus ayant été la première, va donner un étalon. Donc on est dans le métier dans lequel je suis aujourd'hui, très sensible à ce que vous nous racontez. Deuxième élément, les modèles économiques ne sont pas stables. Aucun, ni public ni privé. Les opérateurs gagnent beaucoup d'argent, ils savent que ce temps va peut-être se réduire, ou en tous les cas leur capacité de recette va diminuer. Et on a des enjeux qui sont des enjeux financiers considérables, comme vous l'avez dit, tout ce qui a trait aux travaux publics nécessaires pour positionner un réseau, tout ce qui relève de la gestion des outils informatiques qui vont permettre de développer les usages. Tous ces paramètres-là sont des paramètres qui sont encore à créer, sur lesquels il y a encore beaucoup d'innovation à faire.
on est très conscient de ça. Nous avons un très beau réseau support, très peu de services et des usages qui sont plutôt bons comparativement à ce qui existe ailleurs. Donc, deuxième information un peu fondamentale, depuis 2 ans, au niveau de l'agglomération Pau-Pyrénées, nous avons développé une ingénierie autour de l'économie numérique. Jusqu'alors, nous travaillons les technologies de l'information et de la communication tout vent. Là, nous avons décidé de concentrer sur l'économie numérique et nous sommes en négociation plutôt approfondie et plutôt aboutie avec la région Aquitaine dans le cadre du contrat de plan État-région, et l'État également, et également dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020 et les différents financements européens dont nous pourrions bénéficier pour construire des dynamiques innovantes avec les entreprises autour, entre autres, la construction d'un certain nombre d'outils qui vont permettre d'optimiser l'usage de la fibre par rapport à ce que nous offre la DSL, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, je n'ai pas de question. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est affirmé n'est pas sûr. Et que rien n'est sûr dans ce champ-là, et que les collectivités, avant d'engager des sommes considérables autour de la réalisation de réseaux très haut débit, doivent avoir une stratégie très précise, et qu'elles sachent, vu le contexte économique dans lequel nous évoluons aujourd'hui, les revenus qu'elles vont réussir à en tirer. Faute de quoi, on peut être très rapidement accusé d'avoir investi à fond perdu. Je vous rejoins, sauf sur un point. C'est sur le point qui est en train de dire que ce qui est fait n'est plus à faire. En la matière, vous remontez à 10 ans, la puissance publique n'avait aucune maîtrise en la matière et aucune compétence en la matière. Zéro. On part de rien. Et 10 ans après, on est monté un petit peu. Effectivement, les modèles économiques, personne surtout à 20 ans, et en plus quand on signe avec des délégataires sur des durées aussi longues et sur un marché qui évolue aussi rapidement. En attendant, moi je pars du principe que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et que quand on est parti de zéro, alors certes, il y a eu des erreurs. Vous prenez, tout le monde a fait des erreurs. Sur le nôtre, parce qu'on a un tout petit réseau d'initiatives publiques, pour vous donner un ordre d'idée, notre réseau d'initiatives publiques sur Max, c'est 12 millions d'euros. Vous prenez le plus gros RIP en France, je crois qu'on atteint le milliard maintenant à peu près sur les engagements de fonds publics. En attendant, il faut bien faire quelque chose, quoi. En attendant, il faut bien faire quelque chose, et même je pense que sur la partie infrastructure, les seuls outils que nous avions à notre disposition il y a 10 ans, grosso modo, c'était les DSP. Maintenant, il y a les PPP, c'est probablement pire. Mais voilà, il nous faut trouver autre chose. Voilà, il nous faut trouver autre chose. En attendant, vous avez la chance aujourd'hui. Enfin, moi, je veux dire, j'aurais pas de réseau d'initiative publique quand même sur mon territoire. Tous les projets que nous montons, mais c'est même pas la peine de les imaginer. J'ai pas de dalle de fondation pour poser ma maison. C'est aussi bête que ça. Voilà. Alors, est-ce que cet argent investi, il sert à rien? Je suis pas sûr. À nous d'innover, effectivement, et de monter des plaques de service. Après, la délégation de services publics, à notre échelle, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, il y a 10 000 foyers qui se sont raccordés sur 20 000 prises éligibles. Vous voyez, en moins de 5 ans, on pensait que, parce que notre économie par rapport à celle de Pau sur le territoire, elle est quand même assez faible. Une fois qu'on a fait un peu de surf, un peu de tourisme et un peu de gras, on a quasiment fait le tour, vous voyez. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le tourisme s'empare de cette infrastructure. Il y a des gros campings, ça y est, qui se branchent à la fibre et qui arrivent à créer du service dessus. On commence à avoir une certaine attractivité numérique et pourquoi pas notre territoire à terme pourrait accueillir effectivement des entreprises à contenu numérique. Je pense pas que ce soit, même si c'est très difficilement évaluable et que des fois il peut y avoir des flops, je pense pas que ce soit un mauvais investissement d'argent public à terme, de toute façon. De toute façon, parce que si on reprend l'infrastructure, ça s'amortit quand même sur 30 ans, quoi, je veux dire, un réseau. C'est pas de l'investissement qui, une fois que vous avez creusé et que vous avez mis la fibre, vous l'amortissez sur 30 ans et 50 ans après, ce sera toujours un fonctionnel. Voilà. Après, les modèles, c'est une autre question. Une dernière question peut-être, avant de faire une pause et de passer à l'atelier numéro 4. Non, je vais la poser moi alors. On a beaucoup parlé des TIC dans la relation entre la collectivité et ses parties prenantes extérieures, ses usagers, ça peut être des salariés, ça peut être des écoliers ou des touristes. C'était pas forcément l'objet des présentations, donc la question est peut-être plutôt pour Jean-Pierre. Est-ce qu'on a aussi des exemples d'utilisation de TIC dans la rénovation des modes de fonctionnement dans la collectivité, entre les élus, les administratifs entre eux? Est-ce qu'il y a des utilisations potentielles de
ces évolutions-là? Est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels on n'a pas forcément abordé des éléments ici? Je pense que les spécialistes territoriaux qui sont devant nous pourraient mieux répondre à cette question. À part les solutions de dématérialisation ou de mise en cloud, je connais rien d'hyper révolutionnaire dans le management intra-collectivité. Ma culture là-dessus est faible. Moi, je travaille plus sur les externalités avec des satellites que sur l'intra-collectivité. Donc, j'avoue mon inculture complète dans ce domaine et je te demande de bien vouloir accepter mes plus plates excuses.